Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Éco, votre rendez-vous avec l'économie sur Médien TV. Cette semaine, nous nous intéressons à un secteur qui pèse lourd dans notre économie, 6,6% du PIB national, un secteur qui emploie 1 million de personnes et qui génère un chiffre d'affaires annuel de 37 milliards de dirhams. Aujourd'hui, nous mettons le secteur du bâtiment à l'honneur et sous les projecteurs. Pour en parler avec moi ce soir sur le plateau, j'ai le plaisir de recevoir Hanan Bouchtala. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte et également membre du Conseil de l'Ordre national des architectes. Bienvenue. Merci. En face, j'ai également le plaisir de recevoir Driss Merroun. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le ministre de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et également sur ce plateau, aujourd'hui, pour parler du bâtiment et d'urbanisme, j'ai le plaisir de recevoir Driss Fina. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes analyste économique, spécialiste de l'habitat et des questions de l'urbanisme en général, n'est-ce pas? Oui. Bienvenue à tous, merci d'avoir accepté l'invitation de l'Hebdo Éco. Mercredi 23 novembre, c'est ouvert à Casablanca, le Salon international du bâtiment, créé il y a 28 ans. Ce salon international a pour, parmi en tout cas ses objectifs, consolider la synergie entre les différents intervenants du secteur et renforcer le partenariat national et international. Monsieur Merroun, étiez-vous à l'inauguration d'abord? Et puis, y a-t-il vraiment une synergie, en tout cas comme le stipule cet objectif du salon, entre les différents acteurs du secteur? Je n'ai pas eu le plaisir d'y aller parce que j'étais dans d'autres préoccupations. Ceci étant, j'ai eu l'occasion d'y être plusieurs fois auparavant. Un salon, c'est toujours une occasion d'échange, d'enrichissement et de se mettre au courant sur ce qui est nouveau. Et dans le domaine du bâtiment, c'est encore plus vrai. Chaque année, il y a des nouveautés qui tombent sur le marché, il y a des inventions, il y a des matériaux nouveaux qui rentrent, il y a des conceptions nouvelles qui rentrent dans le domaine du bâtiment. C'est un lieu où il y a beaucoup de recherche et par conséquent, un salon, c'est toujours une bonne opportunité pour ceux qui les visitent. On en revient toujours avec un enrichissement. Donc c'est une très bonne chose. Et alors, bien évidemment, les gens trouvent là-bas avec qui travailler, des partenaires nouveaux. En plus de l'apprentissage dans le métier et dans l'enrichissement, on peut trouver des partenaires. Y a-t-il une synergie entre l'habitat et l'urbanisme? C'est complémentaire. C'est complémentaire. C'est-à-dire? L'urbanisme, c'est celui qui arrête les règles et celui qui arrête l'assiette où peut se développer l'habitat. Et l'habitat, c'est la réponse à la demande nécessaire pour que les gens puissent habiter, pour que les gens puissent mettre en place leurs usines, pour qu'il y ait des équipements, etc. Donc, l'assiette étant l'urbanisme, la réglementation étant l'urbanisme, la projection étant l'urbanisme, et l'habitat vient pour répondre à la demande. Voilà un peu. Donc, indissociable. C'est complémentaire. Ils sont dissociables, mais c'est complémentaire. Une réaction, Madame Bouchtala? En fait, pour moi, c'est vrai, je confirme ce qu'a dit Monsieur le ministre, sauf que moi, je me dis, à mon sens, ils sont indissociables. Donc, on ne peut pas imaginer l'urbanisme sans l'habitat et vice-versa. Parce qu'au fait, on peut dire l'urbanisme, c'est une échelle macro, mais l'habitat, au fait, il fait suivre, au fait, il suit un petit peu l'urbanisme. Donc, ils sont, bon, je me dis, c'est une relation que c'est difficile un petit peu de les dissocier. Mais en tant qu'architecte, moi, je pense que indissociable. Donc, voilà. Monsieur Fina? Évidemment, c'est indissociable, mais sur le plan procédural, donc l'urbanisme, c'est un pouvoir de réglementation, et c'est un pouvoir qui doit être au profit de public et de privé. C'est pour cela que ce pouvoir-là doit être dissocié un peu de l'habitat, qui est une politique publique gérée par un ministère, un département gouvernemental. Donc, évidemment, pendant longtemps, on a vécu deux expériences sur le plan architecture gouvernementale. On a vécu l'expérience dans laquelle l'habitat a été géré par le même ministre, donc on avait l'habitat et l'urbanisme, et on a vécu aussi l'expérience où l'habitat a été séparé de l'urbanisme. Qu'est-ce qui est mieux, enfin, à votre sens, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'il est mieux qu'on ait aujourd'hui deux ministères scindés, séparés, avec
Je donnerai quelques indicateurs qui montrent qu'il vaut mieux de séparer. Dites-moi. Par le passé, qu'est-ce qu'on a fait? Le ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat ne faisait que rattraper ce qui est mauvais, qui était fait, sans aucun effort à l'amont. C'est-à-dire que le citoyen était devant nous et on était derrière. Beaucoup de villes marocaines, beaucoup de quartiers ont été construits de façon totale dans l'anarchie. Je ne donne que le cas de Qaria d'Oulad Moussa qui est à côté de Rabat. Entièrement non autorisé. La ville de Salé, les 2/3 étaient non autorisés. Et d'autres villes du Maroc. Ça veut dire qu'à un moment donné, le ministère en charge était beaucoup plus pris par la production du logement que par la projection des plans d'aménagement, la couverture de l'ensemble du territoire par ce qui est utile, ce qui est indispensable, afin de pouvoir mettre en place des villes réfléchies, des quartiers réfléchis, et un habitat qui correspond bien à ce qui est voulu par les citoyens, un habitat décent, valable, et on aurait épargné cette consommation de terrain qui a été faite de façon atroce à travers l'ensemble du territoire marocain, de façon anarchique, de façon mauvaise. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on produisait aux alentours de 40 documents d'urbanisme par an. On en produit 150 actuellement. On n'avait pas de pseudo ou quelques-uns par le passé, Casa peut-être, Rabat. Maintenant, on en a 30 qui sont en cours. Nous avons fait une couverture de 98% du territoire national en ce qui concerne l'urbain par les documents d'urbanisme. Nous sommes à 70% pour le rural. Ça, c'est très important parce que quand vous êtes spécialisé dans un domaine, eh ben, vous vous en occupez correctement. Le deuxième problème qui était mauvais par le passé, c'est que celui qui faisait de l'habitat et de l'urbanisme était sous contrainte plutôt de l'habitat quand il avait besoin de trouver de l'argent ou il avait une contrainte financière, il revenait sur les terrains qu'il avait laissés pour les consommer après. C'est pourquoi on n'a pas assez d'espace vert. C'est pourquoi on n'a pas assez d'équipements aussi. C'est parce qu'on est revenu pour les consommer, pour vendre. Et ça, c'est très mauvais. Maintenant, celui qui produit l'habitat n'a plus le droit, n'a plus le pouvoir de revenir sur un espace à consommer. Justement, nous allons, Monsieur le Ministre, nous allons revenir à ce point très très important sur l'urbanisme en général, sur ces plans d'aménagement. Mais avant, justement, aujourd'hui, nous allons parler du bâtiment. Comment se porte aujourd'hui le secteur du BTP? Je vous propose de regarder ce sujet. Il est signé Émilie Gougache et nous revenons pour la discussion. Dans le secteur du bâtiment et travaux publics, on trouve environ 60 000 entreprises, avec parmi elles une majorité dédiée au domaine de la construction. Et le secteur du BTP rapporte avec 37 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. C'est en plus le seul secteur où l'emploi est en croissance. Selon le Haut Commissariat au Plan, au troisième trimestre de cette année, le BTP a créé 52 000 emplois. Dans sa dernière enquête, le HCP constate une reprise dans ce secteur depuis environ 2 ans, après un recul dans les années 2011-2013. Une reprise qui correspond à une hausse de plus de 5% des emplois dans ce domaine. Dans le détail, 27 000 postes supplémentaires ont été créés en zone urbaine et presque autant en milieu rural. Des chiffres qui correspondent respectivement à une hausse de 4,9% et 5,8% du nombre d'emplois dans le secteur. Et zoom sur l'industrie du ciment où durant les 10 premiers mois de cette année, les ventes ont atteint un volume d'environ 12 millions de tonnes, soit une augmentation assez faible de 0,9% par rapport à l'année dernière sur la même période. Pour 2016, les analystes tablent en tout cas sur une reprise du secteur grâce à la consolidation de l'investissement public et la poursuite des grands chantiers dans la route et le ferroviaire. Les travaux publics devraient mieux s'en sortir que le bâtiment. Ce dernier est en tout cas mis à l'honneur puisque se déroule actuellement à Casablanca le Salon international du bâtiment. Une 16e édition qui revêt un intérêt particulier pour les professionnels du secteur et les partenaires étrangers. Alors, je pose la question à mes invités. Comment jugez-vous aujourd'hui l'état de ce secteur clé pour notre économie? Donc, je réagis rapidement. Il y a une petite relance que nous avons constatée à travers un indicateur très important, c'est celui de la consommation de ciment. Comme vous savez,
le seul secteur qui consomme le ciment, c'est le BTP. Donc l'état de santé, on juge l'état de santé de ce secteur-là à travers le ciment. Donc depuis 2011, on a constaté qu'il y a une baisse significative de la consommation de ciment, qui est, comme j'ai dit, qui révèle que le secteur ne marche pas globalement. Dans ce secteur-là de BTP, donc il y a 3 grandes composantes. Il y a tout ce qui est travaux publics. Donc sur ce volet-là, je pense que les chantiers de l'État sont toujours en hausse. Donc, ils ont clairement sauvé le secteur. On peut le dire, parce que vraiment, côté en tout cas logement et autres bâtiments, la chute était vertigineuse. Bon, ça s'est un peu repris en début d'année, heureusement. Effectivement, donc ce qu'on a constaté, c'est que sur le côté infrastructure, sur le côté rénovation urbaine, sur le côté donc port, aéroport, donc toujours l'élan, il est là, donc il y a une croissance d'une année à l'autre. Mais sur l'autre côté, c'est-à-dire la partie logement, donc on a constaté une baisse importante sur deux volets, parce que dans la partie logement, il y a 2 volets qui consomment beaucoup de ciment. Il y a le volet réhabilitation et rénovation qui sont faites par les ménages eux-mêmes. Donc sur ce volet-là, il y a eu une baisse. Et sur le volet construction des logements neufs aussi, il y a eu une baisse. Donc reste la partie liée donc à tout ce qui est bâtiment privé, donc hôtellerie et entreprises. Donc aussi sur ce niveau-là, il y a eu une stagnation. Donc au fait, le seul volet qui a enregistré en permanence des hausses et qui a sauvé ce secteur-là, ça reste les grandes infrastructures qui sont menées par l'État. Et l'État représente ici donc l'acteur principal de ce secteur de BTP. Évidemment, comme j'ai dit, donc on souhaite que cette dynamique revienne parce que, comme vous le savez, comme il a été indiqué à travers les chiffres de l'ACP, le secteur de BTP, c'est 52% des investissements au Maroc, c'est-à-dire 140 milliards de dirhams. Donc c'est lui qui fait drainer toutes les activités économiques, parce que lorsqu'on parle de BTP, lui, il draine derrière des activités industrielles, par exemple le ciment, les matériaux de construction, les matériaux de construction. Oui. Donc il a l'effet induit qui est important sur l'économie en termes d'emploi. Est-ce que c'est suffisant justement de construire, mais de quelle manière? Parce que nous construisons, on fait marcher finalement ce secteur. Il y a des normes qui sont produites toutes les années. Là, j'ai des chiffres. Seules 26 normes sur les plus de 1000 qui sont en vigueur sont obligatoires. Donc, et parfois, malheureusement, il y a des drames. Donc, est-ce que c'est suffisant finalement que de consommer du ciment et de créer des emplois, mais à côté, on a des villes qui sont pas très bien homogènes, en tout cas dans leur plan d'aménagement. Urbanistiquement, ce n'est pas joli. Madame Boujtella. Je confirme ce que vous avez dit. Donc, c'est bon de construire, certes, mais il faut construire suivant des règles et des normes. Et en parlant des règles et des normes, il faut aussi... Nous allons parler des normes d'abord, après on reviendra à la réglementation. Exactement. Après, il faut avoir une conception globale, parce que c'est vrai qu'on est en train de construire parfois dans l'urgence, mais sans pour autant oublier le paysage urbain, qui est très important. Donc, il faut, et même la sécurité, parfois. Exactement, il faut que ça accompagne. Donc, on ne peut pas construire pour dire, voilà, certes, c'est économique, ça draine on va dire de l'économie, de l'argent, mais au détriment de quoi? C'est-à-dire, on voit aujourd'hui qu'il y a un vrai problème. Le paysage urbain a régressé, il faut le reconnaître. C'est vrai, on alterne le bon et le mauvais. Il y a on parle de quartiers, des quartiers qui sont moins développés que d'autres. Il y a une anarchie un petit peu dans la construction. Donc, ce sont des choses qui sont un petit peu, on va dire, une résultante, si vous voulez, de cette rapidité. Il y a les promoteurs qui te disent, voilà, il y a des délais qu'il faut respecter. Moi, je veux sortir un tel projet dans telle date. Je veux sortir. Il y a aussi les autorités publiques, ils ont par exemple on va dire un programme, c'est-à-dire il y a une année, il faut clôturer, il faut construire. Parfois, on lance les appels d'offres à la fin de l'année, et donc du coup, il y a une rapidité, mais qui n'accompagne pas un petit peu l'évolution souhaitée pour une ville. C'est-à-dire il y a une construction, il y a un temps pour faire les choses. Voilà. Quand on parle de ces normes, Monsieur le Ministre, quand on parle de ces normes, est-ce qu'il y a des normes urbanistiques ou juste des normes qui ne dépendent que de l'habitat? Oui, si vous me
parlez de l'urbanisme, je vous parle des normes qui concernent... Bien évidemment, c'est pour ça que justement j'ai posé la question sur ce volet urbanistique. Quels sont les espaces à laisser en fonction du nombre d'habitants, en fonction des quartiers? Elles sont obligatoires. Bien sûr, c'est obligatoire. On est en train de les reprendre. Actuellement, on est en train de les reprendre dans la mesure où on a constaté qu'un certain nombre d'équipements, particulièrement dans le domaine de la construction scolaire, nous prévoyons des équipements, et puis 10 ans après, 20 ans après, l'école n'est pas faite et on a occupé donc, des terrains. Notamment pour le social. Alors, on a considéré, on a compté, il n'y a que 30% des équipements prévus dans les documents d'urbanisme qui sont réalisés, et le reste, on embête les gens, on garde leur terrain sous la main, et ce n'est pas normal. Donc on est en train de revoir actuellement les normes pour laisser ce qui est nécessaire, ce qui est utile, et pas empiéter les terrains des gens et les hypothéquer pendant des années et des années. On est en train de revoir ces normes de façon beaucoup plus optimale afin d'être mieux dans nos conceptions des quartiers et des villes. Alors, si ces normes, justement, sont obligatoires, avant que nous passions à ce volet de réglementation, si ces normes sont obligatoires, pourquoi ne sont-elles pas appliquées? Pourquoi nous trouvons encore des quartiers résidentiels, notamment dans le social, je me répète encore une fois, qui ne disposent pas de dispensaires, qui ne disposent pas d'écoles, qui ne disposent pas d'espaces verts? Je ne dis pas la totalité, mais... Vous me parlez du passé, je parlerai de l'avenir. Je parle d'aujourd'hui. Écoutez, nous avons reçu, il y a une année, oui, à peu près, des instructions royales lors de la rencontre qui était faite à Skheratz, le 8 et le 9 décembre, dans laquelle Sa Majesté le Roi a demandé qu'on revoie les textes d'urbanisme. On est en train de le faire, on a presque terminé et on a une vision claire. Maintenant, c'est une nouvelle vision pour l'avenir, avec des données nouvelles, avec des dimensions spécifiques qui font rentrer la dimension de l'environnement, la dimension de la durabilité, la dimension de la résilience, donc un certain nombre de concepts qui n'étaient pas présents auparavant. Maintenant, nous travaillons sur la base des expériences des autres. On a vu l'Europe, on a vu l'Asie, on a vu la Méditerranée, et nous avons créé au Maroc, je ne sais pas si vous êtes au courant, pour la première fois, Mehrajan de l'Hendassa al-Ma'mariyya de Maghreb. Donc, c'était 6 jours de travail pour les architectes et les chercheurs. Vous y étiez, Madame Bouchtela? Bien sûr. Ah, voilà. Il y avait plus de 2000 architectes qui étaient présents, sous la présidence du chef du gouvernement, et tous les membres du gouvernement étaient là. Et c'était l'occasion de voir notre patrimoine depuis les dynasties les plus anciennes et l'ensemble des civilisations qu'a connu le Maroc. Jusqu'à présent. Et à travers ces journées d'études, nous avons détecté un certain nombre de choses qui sont très utiles à mettre en place demain dans le domaine de la durabilité, dans le domaine de donner au logement futur la possibilité de moins de consommation d'énergie pour chauffer ou pour refroidir. Nous reviendrons à cet aspect de durable. Oui. Dites-moi. Donc, et ça, c'est important. Donc, nous sommes avec une vision de ce qui existe, mais nous voulons absolument changer ça. D'abord parce qu'il y a des instructions, et en plus parce que le Marocain a plus de conscience, a pris plus de conscience pour le futur. Il devient plus exigeant pour avoir un logement meilleur que par le passé. Décent. Et c'est normal. Il veut se déplacer de façon plus confortable, sortir et avoir l'accès pour son travail, pour son administration, pour l'hôpital, pour autres, dans l'ensemble des besoins de la journée. Il veut les faire dans des conditions meilleures et nous devons lui offrir la possibilité de faire ça à travers de nouveaux quartiers qui permettront à chacun de nous de vivre de façon plus décente. Alors, justement, vous avez parlé de beaucoup de changements, Monsieur le Ministre. Ouais. Et parmi ces changements, il y a de nouvelles réglementations, des réglementations qui ont été très contestées, que ce soit par la Fédération nationale des promoteurs immobiliers, de la FNBTP, de la Fédération nationale du BTP. Ça vous fait sourire. Donc, et également par l'ordre des architectes, et particulièrement cette loi 66-12. Donc, juste pour expliquer, ou peut-être que vous voudriez parce que nous parlons d'un flou qui concerne cette loi,
C'est une loi qui sévit lourdement en cas de manquement. D'abord, je n'ai reçu aucune pétition officielle jusqu'à présent. 1. 2. C'est une loi qui a connu un séjour au Parlement et auprès du gouvernement pendant le mandat de 4 ministres. Tout à fait. Et tout le monde avait pris part à la discussion au sujet de cette loi. J'ai eu l'honneur de la faire passer au Parlement dans des conditions excellentes. Et avec la discussion avec tous les intervenants. Ah, donc les intervenants Donc, étaient moi, impliqués dans cette oui, loi. y compris les architectes. Donc, moi, je n'ai pas de pétition officielle. Maintenant, cette loi, qu'est-ce qu'elle apporte? Des choses simples. Cette loi... Peut-être qu'on peut l'expliquer aussi pour le public, comme ça. Oui. Cette loi permet pour la première fois de définir un responsable pour tout ce qui est contrôle de bâtiments. Avant, la ville contrôlait, le conseil municipal, l'agence contrôlait, le gouverneur contrôlait, le caïd contrôlait, tout le monde contrôlait, et personne ne contrôlait. Résultat, nous avons nos villes qui sont construites de façon clandestine. Et tout le monde, je n'ai pas vu. Ce n'est pas normal. Nous avons considéré que ce n'est pas normal. Il faut que quelqu'un soit responsable. Nous avons donné cette responsabilité de contrôle de construction au gouverneur. 1. D'accord. Donc, il n'y a plus de confusion maintenant. S'il y a un bâtiment qui est en train de se faire de façon non autorisée, ben nous connaissons avec qui parler. Donc, elle délimite la responsabilité, Elle délimite la monsieur le responsabilité ministre. totale. Bien sûr, il délimite la responsabilité. Il délimite cette responsabilité qui était diffuse et on ne savait jamais à qui on a affaire. Est-ce que c'est l'agence urbain? Est-ce que c'est le conseil de la ville? Est-ce que c'est le gouverneur? Tout le monde était responsable. Et Parce que tout le monde est un peu impliqué aussi dans la construction. Oui, alors maintenant, c'est clair, s'il y a une construction qui est en train de se faire, c'est les agents d'autorité, c'est le gouverneur. Et c'est clair. Et ça commence déjà à donner des fruits. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus vigilants que par le passé. On constate que les caïds sont beaucoup plus présents maintenant dans les bâtiments à regarder que le mqaddam al-sheikh ma bqash ma ando gharad. Il est là. Il était responsable par le passé. Mais il savait que... Est-ce que c'est quelqu'un qui s'y connaît en construction? Déjà, si vous n'avez pas d'autorisation affichée, il viendra vous dire. Et on sait que lorsque vous aviez un sac de ciment à côté de la maison, le mqaddam ghadi yjid. C'est sûr. Mais les décisions qui suivront, c'était autre chose. Maintenant, c'est clair. Il n'y a que lui qui est responsable. Donc, on ne peut pas dire demain que je n'ai pas vu que c'est le Raïs Khan Khsidira, que c'est le président qui devrait le faire, ou que c'est l'agence qui devrait le faire, ou que c'est le Khalifa Ali Khan Khsiji. C'est fini ça. Ça, c'est une responsabilité qui devient une responsabilité des autorités locales. Il y a un corps spécifique chargé de ça sous la coupole du gouverneur. Fini. Madame Boujtela. Ça, c'est une bonne chose. Bon, je donnais un point. Un point. Justement, juste pour faire réagir sur ce point, parce que dans la pétition, en tout cas, qui était sur la presse, qui a émané de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers, de la FNBTP... Je suis encore là, tu viens me voir. Monsieur Ben Mansour a été contacté, c'est l'occasion de citer, il est malheureusement en déplacement et il n'a pas pu être avec nous. Il y a également l'ordre des architectes qui conteste ce texte de loi. Madame Boujtela. En fait, j'aimerais rebondir à ce qui a été dit par Monsieur le ministre. Au fait, moi, je retiens trois points. Donc, il faut dire aussi que les architectes, l'Ordre national des architectes ont été les premiers à demander une révision des normes, ou bien de l'ensemble des textes de loi qui régissent l'urbanisme et la construction au Maroc. On aurait espéré, d'ailleurs, je vais m'arrêter sur un point, on aurait espéré qu'il y ait, avant de prendre, ou bien vous avez parlé de la 66-12, de parler du côté de la disposition pénale, la 66-12 de l'urbanisme, on aurait aimé qu'il y ait une révision globale,
c'est-à-dire revoir un petit peu l'ensemble, un recueil des textes de loi, qu'on ait vraiment bien défini les choses, conformément au discours de Sa Majesté, donc en 2005, que Dieu l'assiste, où un discours où il a insisté sur une révision, mais avec l'ensemble des intervenants, l'ensemble des acteurs. Ça s'est pas fait? Je suis surprise d'entendre Monsieur le ministre, il dit, voilà, on est en train d'achever cette révision. On aurait vraiment souhaité, parce qu'on n'est pas en train de remettre en cause, bien on va dire, de s'imposer, mais surtout pour le bien de paysage urbain qui compte vraiment énormément aux yeux de la profession. On aurait aimé que l'ordre national, par son conseil régional, par son conseil national, ses conseils régionaux, qu'il soit on va dire, concerté, qu'on puisse donner notre avis par rapport à ça, qu'on puisse donner quand même notre conception, parce qu'on reste quand même les professionnels, parmi d'autres. Donc vous avez dit que vous n'avez jamais été sollicité. Moi je comprends que, comme vous avez dit, il y a eu 4 ministres. À un certain moment, il y avait le ministère qui a été scindé en 2. Donc c'est un projet de loi qui date de 2012, donc comme 66-12. Et on a présenté 2 mémorandums dans ce sens. Le premier mémorandum qui a été adressé à l'administration compétente, qui suite à son passage à la 2e chambre, donc il y a eu quand même des amendements, mais qui n'ont pas pris, on va dire, nos doléances. Ce sont des doléances qui émanent un petit peu, parce qu'on ne demande pas quelque chose d'extraordinaire, on demande juste des choses qui restent conformes avec déjà la loi existante, les lois d'urbanisme, d'ailleurs, la 1290, la 1689 qui régit la profession de l'architecte et l'ordre des architectes, et les lois qui sont là, et en même temps parler, si vous voulez, et traiter, si vous voulez, tous les aspects qui concernent on va dire tous les aspects de cette loi, la 66-12. Donc on a envoyé 2 mémorandums qui expliquaient un petit peu notre position. Donc en fait, vous avez réagi, oui, j'aimerais bien que vous n'avez pas trouvé d'oreille ou? Au fait, on a été surpris. On a été à la 1e chambre, la 2e chambre avec les législateurs. Ils nous ont écoutés. Ils ont trouvé que notre discours, de toute façon, il émane de notre sensibilité de l'intérêt général, c'est-à-dire vous avez dit qu'aujourd'hui les responsables sont définis. Malheureusement, suivant la lecture qu'on a fait, il y a une certaine ambiguïté par rapport à la lecture du texte. Afin qu'on parle de choses précises, puisque jusqu'à présent je n'ai pas d'éléments précis. Il faut me donner là où il y a un problème. Dites-le, il y a un problème. Bien sûr, il y a eu, je pense qu'il y a eu deux vrais problèmes. Le premier problème, cette ambiguïté en ce qui concerne les termes juridiques. Parce que comme vous devriez le savoir, on ne peut pas réussir, on ne peut pas avoir une loi qui va vraiment s'impliquer d'une manière fluide s'il n'y a pas une maîtrise de ces termes juridiques. Concrètement, on a parlé, je vais parler peut-être tel que ça a été écrit en arabe, on a parlé de nouvelles notions, donc le muhandis al-mimari al-mushrif par exemple à al-warsh, le muhandis al-mimari al-mushrif à al-mashrou', il y a eu le muhandis al-mimari al-mushrif à al-idarat al-ashghal, donc il y avait exactement, il y avait trop exactement, il y avait des éléments, on aimerait bien, non, en aucun moment on essaie c'est-à-dire de laisser notre responsabilité, au contraire, nous sommes toujours les premiers à... Est-ce que vous vous sentez en fait visé par cette loi? Est-ce que l'architecte... En fait, on se sent lié, parce que justement... Parce que là, Monsieur le ministre dit que c'est le gouverneur et que c'est les autorités locales qui sont responsables. Malheureusement, là, il y a vraiment cafouillage, parce que c'est parmi les choses qui ont été en tout cas contestées, c'est ce cafouillage-là. On va mettre la lumière sur ce cafouillage. Je connais le problème. Juste après les la pause. architectes, ils ont 2 points. Monsieur le ministre, oui. On va prendre une petite pause et nous reviendrons sur ce cafouillage pour mettre les choses au clair. À tout de suite. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. L'Hebdo Écho cette semaine s'intéresse au bâtiment. Juste avant la pub, nous parlions de cette loi très contestée, cette 66-12 qui, rappelons-le, est relative au contrôle et à la répression des infractions en matière d'urbanisme et de construction. Les professionnels du secteur contestent un cafouillage dans cette loi. Monsieur le ministre, juste avant la pub, vous alliez justement réagir sur ce flou qui plane sur cette loi. Pour nous, il n'y a aucun flou. Je sais que les architectes
ils ont discuté d'un seul point essentiel pour eux. C'est la déclaration pendant les 48 heures en cas de changement à l'intérieur du bâtiment par le propriétaire. Si le propriétaire décide de changer quelque chose à l'intérieur du bâtiment et que l'architecte se trouve contraint de ne pas exécuter son plan tel qu'il est, il doit aviser dans les 48 heures. Ça, ils disent que les 48 heures, elles ne sont pas suffisantes. Par exemple, je suis en train de construire une maison et je décide, sans l'avis de mon architecte, de casser un mur pendant que les travaux sont toujours... il faut expliquer... Vraiment, les travaux sont toujours en cours. Exactement. Et l'architecte n'est pas là tous les jours. Ouais. Donc, en fait, si je décide... Qui est sanctionné, moi ou l'architecte ou les deux? Alors, les deux. D'accord. Ça, c'est important, parce que le citoyen aussi... Alors, il doit informer 48 heures après avoir été informé lui-même. Même si c'est 2 mois après, qu'il se rend compte 2 mois après qu'il y avait des choses qui étaient changées, très bien. Il doit informer. Mais il faut que quelqu'un soit... Et c'est l'architecte qui est responsable de ce bâtiment, cet édifice, personne d'autre. Et on a mis ça pour soutenir les architectes dans leur action, pour qu'il ait plus de force sur les propriétaires et sur les pétitionnaires de façon générale. Monsieur Fina veut peut-être réagir. Oui. On l'a quasiment pas entendu, c'est pour ça. Donc, le point, il est essentiel pour nous. Le deuxième point, qui est en liaison, c'est le cahier de chantier. Nous avons voulu que le bâtiment ait un état civil. Maintenant, il y a des bâtiments qui tombent, on ne sait pas qui est responsable. Eh bien, désormais, c'est fini. On sait que M. X est responsable de l'électricité, M. Y est responsable de l'eau, et qu'il vient faire ses visites de chantier, et que l'architecte doit être le garant de suivi de ce chantier. Sachant que c'est lui qui a construit le bâtiment, c'est lui qui fait la coordination, et en plus, il est le mieux payé. Donc, nous considérons qu'il faut que quelqu'un puisse assurer la coordination et tout ça, et les architectes, ça rentre d'autres missions, de coordonner les actions des différents intervenants, des ingénieurs spécialisés à l'intérieur du bâtiment. Le deuxième point qui est essentiel, et pourquoi on a mis ça aussi, pour interdire désormais aux dessinateurs de continuer à faire les plans, parce qu'ils ne pourront plus les faire maintenant, dans la mesure où ils seraient obligés d'aller faire le suivi sur le chantier et de signer en leur qualité d'architecte. Voilà. Parce que c'est un point, il faut le dire, parce que ça se fait chez nous et c'est très très grave. C'est ce qui est parmi les principales causes d'un urbanisme qui est hétérogène, et parce qu'il y a des dessinateurs qui sont contactés par des techniciens de la commune pour dessiner des plans ou juste mettre leur nom sur des plans qui sont pré-dessinés. Ne font plus le suivi de la construction et du bâtiment. Allez-y. On a travaillé, ça fait quand même des années, pour ne pas dire des mois, et quand même ça fait un bon moment qu'on travaille sur rigoureusement sur cette loi, c'est la 71-12. Et nous, on essaie en aucun moment d'écarter notre responsabilité. On est responsable du bâtiment, on connaît les responsabilités et on ne veut pas les écarter. Nous, on était en train de parler sur le principe lui-même. Parce que la question de la dénonciation, il ne concerne pas que l'architecte, il concerne aussi d'autres intervenants. Donc l'ensemble des intervenants sur un chantier. Nous, on est en train de dire qu'on ne peut pas assimiler la non-dénonciation à l'acte de l'infraction. On ne peut pas avoir la même responsabilité. Non, c'est pas la même responsabilité, mais le même jugement, si vous voulez. Donc la non-dénonciation, c'est même dans le code pénal, il a ses dispositions, c'est un cas, il a les dispositions qu'il lui faut. Maintenant, les infractions, ils ont les dispositions qui sont quand même compatibles avec les infractions. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que vous ne pouvez pas assimiler la même... On ne peut pas assimiler, au fait, justement, parce que moi, la non-dénonciation ne peut pas être pénalisée de la même manière que quelqu'un qui a commis une infraction. C'est pas possible. Nous, on veut dire, si un architecte il a commis une infraction, on veut
sera le premier à le sanctionner, à demander ce qu'il soit sanctionné. Mais on ne veut pas que la sanction soit assimilée à la non-dénonciation, parce qu'il faut dire aussi qu'un architecte ait fait le suivi, il ne fait pas la surveillance. Donc on est sur le chantier. Il n'est pas là 7 jours sur 7, vous avez parlé des 48 heures, mais en aucun moment vous n'avez dit comment ces 48 heures, comment on va dénoncer, comment on va informer. Vous avez parlé d'autorité, mais on ne sait pas quelle autorité. C'est cette ambiguïté qui nous dérange. C'est-à-dire on aurait aimé quand même que les choses, parce que là on parle quand même du code pénal, c'est des gens qui vont être pénalisés, jugés exactement. Il faudrait qu'on soit vraiment très précis. Donc moi je le répète et je le redis, on n'est pas en train de remettre en cause la responsabilité, au contraire. D'ailleurs, quand il s'agit, vous avez mis le point sur un sujet qui nous dérange. J'espère que Monsieur le ministre va nous aider dans ce sens. C'est les signatures de complaisance. Donc c'est aujourd'hui, malheureusement, donc depuis 2011, c'est vrai que le Conseil national des architectes est doté d'un pouvoir disciplinaire. Depuis 2011, il y avait un changement de la Constitution. Donc du coup, aujourd'hui, on dispose plus du conseiller juridique. Donc on vous remercie. Il y a une loi qui est passée, tout à fait. Mais on attend toujours la désignation du conseiller pour pouvoir passer à l'action. Donc on aimerait bien activer dans ce sens. Très bien. Juste parce qu'il nous reste très peu de temps et j'aimerais qu'on il y a notre point, s'il vous plaît, un autre point cette très question important. Voilà, ce sera la dernière. La dernière. Au fait, il y a notre point parce que quand il faut qu'on passe aussi au plan d'aménagement qui est très important. C'est très important parce que quand on a dit définir les responsabilités, on veut aussi que tous les intervenants sur un chantier, sur un projet, ils soient quand même responsables. Comment? Parce que là, c'est la profession de l'architecte qui est la seule réglementée avec les topographes, mais malheureusement, les ingénieurs spécialisés ne le sont pas. Aujourd'hui, la loi, elle reconnaît uniquement les ingénieurs spécialisés, mais la réalité, c'est le bureau d'études, le bureau de contrôle, les laboratoires. C'est rare quand on trouve un plan signé par un ingénieur spécialisé. Donc on veut, vous avez parlé d'une loi, d'une réforme, on aurait aimé que cette loi et cette réforme, d'ailleurs c'est pourquoi on voulait quand même être avec vous dans sa rédaction ou sa conception, que les ingénieurs spécialisés et les intervenants dans l'ensemble aient quand même leur réglementation, qu'ils soient réglementés. Les ingénieurs spécialisés, les promoteurs, l'ensemble des intervenants. D'accord. Monsieur Fina, voilà. Et donc, c'est bien donc d'avoir dit les promoteurs, ça, et les entreprises de construction. Exactement, plus que c'est pas les promoteurs exactement, parce qu'aujourd'hui tout le monde peut entrer dans ce secteur et sortir sans rendre compte. Oui, sans rendre compte. Moi, je veux devenir demain promoteur, je peux être promoteur, je veux être une entreprise de construction. Mais l'entreprise de construction, il doit avoir une responsabilité lors de lancement de chantier. Donc, il travaille sous l'ordre de l'architecte et non pas sous l'ordre de propriétaire. Et ça, c'est important de le dire. Vous étiez et normalement, l'entreprise de construction ne doit pas accepter les ordres de propriétaire de changer. Il doit accepter l'ordre de l'architecte de quels sont. Donc, si l'architecte ne donne pas l'ordre, l'entreprise ne doit pas s'exécuter sur l'ordre de propriétaire. Et ça, c'est très, très important. Et dans la réalité, c'est ce qui se fait. Cette loi va dans ce sens exactement. Effectivement. Mais ça vient suite au drame de Bourgogne parce que ce propriétaire a décidé d'enlever de poutres. Non, bien avant. Ça, c'est un travail. Alors, je vous donne une information, juste une information. Alors, pour ce qui est des nouveaux textes de la refonte globale, on est en train de travailler. On a fait une dizaine de tables rondes pour laquelle l'ordre des architectes était présent. Donc vous avez été présent. On a invité les notaires, puisqu'il y a le côté de financement, le côté de la conservation. Donc tous les côtés, on a invité les professionnels spécialistes dans tel ou tel domaine et les architectes étaient avec nous. Je pense que l'ordre des architectes n'a jamais été proche du ministère autant que maintenant. Toutes nos actions, on les a faites en commun accord et on se voit assez fréquemment. Alors justement, si vous vous voyez assez fréquemment, est-ce que les architectes sont impliqués dans la conception des plans d'aménagement, Monsieur le ministre? C'est nos partenaires premiers et on est obligé de travailler avec eux si on voudrait avoir. C'est eux les concepteurs de ces plans d'aménagement. C'est eux les concepteurs du logement demain. C'est eux les concepteurs de notre espace de vie. C'est eux. Donc on est bien obligé de travailler avec eux et on le fait avec beaucoup de plaisir. Et donc, justement, ces plans d'aménagement, ils ont une durée de vie, Monsieur le ministre. Oui. Ils ont une durée de vie qui est de 10 ans. 10 ans, oui. Est-ce qu'elle est respectée aujourd'hui? Il est respecté, bien évidemment. Dans toutes les villes du royaume? Attendez. Je vais vous donner quelques... Monsieur Fina, le temps que Monsieur le ministre retrouve ses feuilles. Pour moi, la question... Tout d'abord, en termes de bien fondé de ces plans d'aménagement, de la procédure de préparation de ces plans d'aménagement et de taux de réalisation, parce qu'aujourd'hui, le taux de réalisation
taux de réalisation, comme il a été dit par M. le ministre, il est très faible. Et je pense qu'il est inférieur à 20%. C'est-à-dire, au fait, la ville se réalise sans plan d'aménagement. Lorsqu'on parle d'un taux inférieur à 20%, c'est-à-dire que la ville se réalise en dehors des plans d'aménagement. Donc ça, Pourquoi ? Pourquoi? Parce donc tout le temps, on travaille avec les dérogations. Parce que c'est bien d'avoir des choses jolies sur les plans. Avec vous, Oui. je vous donne le nombre de dérogations. Oui. Non, c'est pas question de Juste le temps qu'il finisse son idée, Monsieur le ministre. Moi, j'ai vécu ça, donc on a construit des quartiers, des centaines de quartiers. Ça, c'est dans le passé. Ça, c'est dans le passé. C'est juste hier. Donc, on a construit des villes et des villes. Attention. Donc, c'est 25 ans de construction. C'est pas une expérience qui est donc légère. Donc, en fait, ce que vous dites, vous, c'est que ces plans d'aménagement... La question, est-ce qu'on a besoin d'un plan d'aménagement? Est-ce qu'on a besoin de réaliser les villes selon selon des plans qui sont aujourd'hui conçus de la manière suivante? Ça, c'est des questions de fond. Moi, c'est l'expérience qui parle. Après des années, tout d'abord, il y a toute une lourdure pour préparer ce plan d'aménagement. Une grande lourdure. Donc, en fait, ce que vous dites, vous, c'est qu'on n'en a pas besoin de plan d'aménagement. Est-ce qu'on a besoin? Non. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, Marrakech, qui est une ville agréable aujourd'hui, très agréable, il a été construit en dehors de plans d'aménagement. On l'a construit en dehors de plans d'aménagement. Il a été revu ou là, en dehors du plan d'aménagement? Il a été construit en dehors de plans d'aménagement. Oui. C'est-à-dire... Monsieur le ministre? Je ne peux pas le confirmer. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi vous ne pouvez pas? Je dis tout simplement que par le passé, nous n'avions pas eu les moyens de mettre en place les plans d'aménagement dans les villes. Je le dis, oui. Mais quand même maintenant, on est à 1852 documents d'urbanisme homologués. Ça, c'est homologué. Ça veut dire sur le terrain. Ça veut dire que vous ne pouvez rien faire si vous ne respectez pas ça. Ouais. Alors, vous me dites les dérogations. Il n'y a que 400 dérogations sur 100 000 autorisations. Je dis c'est bien les dérogations. Moi, j'ai pas contesté. Au contraire, moi, j'ai dit qu'on doit continuer même à donner. Pourquoi on fait la dérogation? Parce que les plans d'aménagement sont mal faits, tout simplement, parfois. Parfois, ils sont mal faits. Voilà, c'est-à-dire qu'on a attribué à une zone une affectation urbanistique donnée, et après l'investisseur, parce que, in fine, c'est l'investisseur qui doit décider sur son terrain. Évidemment, en harmonie avec l'ensemble de la ville. Et aujourd'hui, lorsque les décideurs viennent, donc ils sont mis devant le fait à accomplir, ils vont avec l'investisseur qui va ramener de l'argent à la ville, donc on le laisse faire son investissement, et c'est comme ça qu'on a fait beaucoup de grands projets structurants des grandes villes. Donc c'est positif. Oui, c'est très positif. Moi, au contraire, j'ai pas dit que c'est pas bon. Moi, je conteste tout d'abord la rigidité des plans d'aménagement, parce qu'ils sont rigides. Ils n'ont pas un fondement économique, ils ont un fondement urbanistique, probablement. Moi, je ne dis pas toujours qu'ils ont un fondement, parce que ce que nous voyons montre qu'au fait... Il suffit de prendre l'avion pour le comprendre. Même le fondement urbanistique, 3D, donc on pose une grande question sur le fondement urbanistique des plans d'aménagement. Donc on doit, je pense, faire un grand atelier qui regroupe un peu qui regroupe l'ensemble des acteurs pour revoir la manière avec laquelle on planifie les villes. Est-ce qu'on va continuer avec les plans d'aménagement, avec les tels qu'ils sont aujourd'hui faits, et avec la procédure de leur conception, avec les personnes qui sont en charge aujourd'hui de le réaliser? Moi, je suis très concret. J'ai vu des plans d'aménagement qui sont réalisés pour des petites villes. Ils commencent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore des problèmes urbanistiques. Et le plan d'aménagement leur crée un problème urbanistique. Et il ne leur donne pas un fondement économique. C'est-à-dire qu'on tue la ville à la naissance. Des petites villes à la naissance, on les tue. Des petites villes donc périphériques. Donc ça, c'est des choses réelles. C'est des choses réelles qu'on a vécues. Donc, pour moi, ce que je propose, c'est de faire, donc soit j'apprécie beaucoup l'idée d'un atelier de travail. Mais est-ce que justement l'ensemble des investisseurs, les investisseurs finalement, est-ce que pour eux c'est important ce plan d'aménagement ou c'est le bénéfice? Celui qui opérationnalise les plans d'aménagement, c'est le secteur privé. Voilà. Parce que l'État aujourd'hui, c'est pas l'acteur principal dans l'acte d'urbanisation. Donc pourquoi on va garder cet acte et les plans d'aménagement, on sait qu'ils sont réalisés dans les locaux de l'administration. Et toujours, monsieur le ministre, il est aujourd'hui à la tête et il gère la fonction publique. Et je pense qu'il va être d'accord avec moi. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, je suis en train de
d'entendre, d'écouter un ancien du ministère de l'Urbanisme, de l'Aménagement territoire. Je conçois bien que si vous avez travaillé comme ça, c'est sous votre responsabilité, la responsabilité des gens qui ont travaillé comme ça. Si le discours royal a été adressé, c'est parce qu'il y a un mal. Maintenant, ce qui a été fait, maintenant pour la conception de la ville et du quartier de demain et le plan d'aménagement de demain, c'est d'abord, je vous dis qu'il y avait déjà 10 ateliers qui ont été faits, pas un atelier, mais 10 ateliers qui ont été faits avec les présidents des communes, les architectes, les agences, les promoteurs, les investisseurs, les financiers, tout le monde. Parce que lorsqu'on a dit que les plans d'aménagement ne se réalisent pas, pourquoi? Parce que les communes n'ont pas les moyens. Vous prévoyez des espaces verts, vous prévoyez je ne sais pas quoi, mais nous n'arrivons pas à acquérir le terrain, on n'a pas les moyens. Puisque les communes n'ont pas les moyens, on doit revoir la manière de voir, parce que aujourd'hui c'est le privé qui construit la ville. Non, attends. L'urbanisation, ou le document d'urbanisme apporte une valeur ajoutée. Il va falloir que cette valeur ajoutée soit partagée avec la ville pour qu'on puisse réaliser les équipements. Donc en fait, ce que vous dites, c'est qu'il faut que chaque fois qu'il y a un investisseur qui vient, il paye... Pas un investisseur, Quelqu'un qui va construire quelque chose. Le plan d'aménagement donne de la valeur au terrain. Cette valeur doit aussi permettre à la ville de réaliser les équipements. Donc on doit dégager de l'argent pour la ville, pour qu'elle réalise ces espaces verts, ces hôpitaux. Mais ils ont bien un budget pour cela. Non, les villes. C'est pas suffisant. Le problème, moi, Monsieur le ministre, il parle seulement des équipements, mais on doit aller au-delà des équipements. Moi, je ne parle pas seulement des équipements. Brièvement, le plan d'aménagement, donc c'est les équipements et c'est tout ce qui est investissement au niveau de la ville. Parce que lui, aujourd'hui, ce qu'on a relevé comme constat principal, c'est que les documents d'urbanisme, ils ralentissent aujourd'hui le développement des villes, où ils créent même des aberrations urbanistiques au niveau parce que, tout simplement, le privé, il est plus orienté... C'est la conception, c'est pas les documents, c'est un document. Oui, mais c'est nous. Oui, justement. C'est ceux qui ont fait les plans avant, il faut changer ça. Justement, parce que le privé, lorsqu'il voit le plan d'aménagement qui ne convient pas à ses investissements, qu'est-ce qu'il fait? Il va au décideur de la ville pour lui demander des dérogations, tout simplement. Et cela ne veut pas dire que les plans d'aménagement ne sont pas bons. Aujourd'hui, nous sommes à un quartier modèle au Maroc, c'est le Riyad, que je considère un quartier vraiment modèle. Pourquoi il est modèle? Et pourquoi on est arrivé à ce résultat aujourd'hui après 30 ans de construction? Moi, j'ai suivi 25 ans de développement de ce quartier qui était vide jusqu'à début, donc 76, oui, 76, mais jusqu'à 85, il était pratiquement vide. Aujourd'hui, nous avons ce quartier modèle et on souhaite que les quartiers. Voilà, je vous donne pourquoi. Brièvement, Monsieur Fenna. Pourquoi nous n'avons pas? Tout d'abord, il y a un outil. Il y avait toute une société qui gère ce quartier-là. Il a été dédié pour contrôler et suivre l'urbanisme à l'échelle de ce quartier-là. Donc, il a été suivi d'une manière vraiment minutieuse. Il y a la société Riyad qui a été créée spécialement. Donc, et l'ensemble des quartiers, on ne peut pas leur donner donc un instrument. Donc, il y a l'agence urbaine qui fait ça pour l'ensemble de la ville. Un dernier mot, Monsieur le ministre et Madame Boustella, pour clore cette discussion. Lorsqu'on fait des plans d'aménagement corrects, tels que Riyad, on a un résultat correct. Quand on ne fait pas de plan d'aménagement correct, nous avons des catastrophes. Quand on n'en fait pas du tout, comme c'est fait par le passé, بحال سلا الجديد بحال سلا هذا القرية ولاد موسى وسلا ومدن أخرى في المغرب, on a la catastrophe totale. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est exécuter les instructions royales avec une vision différente qui permettrait à chacun de nous de se retrouver dans la ville, en prenant en considération les différentes dimensions nouvelles, les mécanismes, notamment l'environnement, le développement durable de la ville, etc. etc. Donc, c'est les éléments sur lesquels nous avons travaillé pendant une année et nous avons pu maintenant monter un projet presque global que nous devons de nouveau soumettre à tous les intervenants
pour réagir. Madame Boustella, Moi, rapidement, un dernier mot, parce que moi, j'aimerais on déborde sortir, déjà. avec une promesse de Monsieur le Ministre, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas une présence. On veut faire un travail, c'est-à-dire effectif, c'est-à-dire que les demandes des architectes, c'est-à-dire qu'on travaille effectivement, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas d'être présent, mais qu'on apporte quelque chose et ce qu'on apporte soit quand même pris en considération. Chose qui n'a jamais été faite. Enfin, je vais pas être global, mais on a été déçus pas mal de fois. Donc à chaque fois, on vient avec des propositions, des amendements qui sont, moi je dis qu'ils sont solides, qui sont défendables, mais ils n'ont jamais été pris. Donc vous voulez la promesse de Monsieur le Ministre Exactement, maintenant, j'aimerais ce bien soir la sur voir ce pour qu'on plateau, puisse, parce qui que vont vous être avez parlé, impliqués. Monsieur le Ministre. vous avez parlé du quartier. Non, rapidement. Même s'il ne peut pas vraiment faire de promesses là tout de suite. Au ministère de l'Urbanisme pour le futur mandat, je vous remettrai le dossier complet qui a été fait, à regarder de nouveau, à étudier de nouveau, à enrichir, à apporter des... Bien sûr, Voilà. on est là pour Donc ça. on va finir sur ce point positif. Vraiment, la discussion est certainement encore très longue et malheureusement, nous sommes contraints de respecter le temps de l'émission. Je vous remercie tous d'avoir accepté l'invitation de l'Hebdo Éco. Au plaisir de vous recevoir sur ce plateau une prochaine fois. Je vous souhaite à tous une excellente suite des programmes sur notre antenne et vous donne rendez-vous vendredi prochain, 22h10, pour un nouveau numéro de l'Hebdo Éco.